Il y a 2 ans, j'ai reçu un sociologue de la ville qui s'appelle Bruno Martselov pour parler du futur du travail. Et à l'époque, on avait déjà parlé du télétravail et de tout ce que ça impliquait sur les mouvements de la ville. Et aujourd'hui, avec le confinement, on a, pour nombre d'entre nous, expérimenté le télétravail et ça va avoir des impacts assez forts, je crois, sur la manière dont on va travailler demain. Donc la question que j'ai posée à Bruno aujourd'hui, c'est à quoi ça va ressembler notre travail demain? Donc je vous laisse écouter cette conversation. Elle est passionnante. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, c'est un magnifique fin d'été, un peu chaude. C'est nickel. Mais non, c'est génial comme rentrée. Peut-être pas pour tout le monde. Non. On s'est vu il y a 20 ans, quand je faisais mon mémoire d'études, et on s'est vu il y a 2 ans. On a enregistré 2 épisodes de Vlan ensemble, et on se revoit aujourd'hui pour parler de la manière dont on va travailler demain, parce que le confinement a été un formidable, on peut dire ça, accélérateur de télétravail, qui est quelque chose, qui est un sujet que toi, tu défends depuis très longtemps. À ton sens, puisque toi, tu es un sociologue plutôt centré sur la ville, donc les problématiques de la ville, est-ce que tu peux nous refaire peut-être, pas une histoire, mais en tout cas nous rappeler par des grands chiffres l'évolution du travail, du temps de trajet aussi lié au travail? Parce que en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner au travail, il y a beaucoup de gens qui ont envie de rester chez eux, et peut-être nous redonner des grands messages sur le sujet pour qu'on ait une bonne vision de la manière dont ça a bougé sur les dernières années. Mon point d'entrée, c'est la sociologie de la mobilité et de la ville. Et j'ai été amené assez rapidement à voir que, pour reprendre l'expression de Mona Chollet dans le livre Chez soi, qu'il y avait un énorme éléphant dans le couloir qui était le travail. Parce que le travail, en fait, est un architecte formidable à la fois de la charpente de notre quotidien, mais aussi de la structuration de la ville et du territoire. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait des dysfonctionnements très forts. Alors, simplement un chiffre qui dit beaucoup, c'est que en l'espace de 70 ans, depuis l'avènement de la massification automobile, la population française a cru de 50%, et les déplacements, qui sont motorisés pour plus de 90% de leur volume, eux, ont augmenté 10 fois plus vite, c'est-à-dire de 500%. Donc il est là, l'éléphant. Et du coup, j'ai donné une place dans mes réflexions au travail extrêmement conséquente. Mmh. On avait déjà effleuré pas mal le sujet quand on s'était vu il y a 2 ans. Et il est évident là que le Covid a été un énorme révélateur de beaucoup de choses. Alors peut-être une anecdote qui n'a rien à voir avec le télétravail, ou quoique on peut faire des analogies. Au 1er mars, 1% de la population française en appelait aux téléconsultations médicales. Mmh. Qui est quelque chose qui est à l'œuvre depuis pas tout à fait 1 an. À la fin du mois de mars, il y avait près de 10%. Et aujourd'hui, on a dépassé 15% à fin mai, et ça doit continuer de croître. Et dans une enquête qu'on a faite après le déconfinement, on a du coup inséré cette question, et plus de la moitié de la population disait qu'ils étaient prêts à de la téléconsultation. Donc ça veut dire que on est aujourd'hui mûr pour d'autres modalités dans le quotidien. Alors je reviens au travail. Le télétravail a été évidemment la très grande surprise de cet épisode, et ça n'est pas terminé, puisque là tout d'un coup on a vu que 40%, près de 40% de la population, les chiffres peuvent varier parce que la définition du télétravail, elle varie beaucoup, donc sont rentrés dans une modalité à distance. Avec maîtrise ou non des outils, ça fonctionnait très bien ou à peu près, et quelquefois mal. Mais en tout cas, les RH ont été extrêmement surpris par cette capacité de réponse. Autre motif d'étonnement pour les entreprises,
c'est que la réticence assez considérable à retourner au siège. Non pas à retourner au travail, c'est pas le travail que contester. Le travail est une valeur en France absolument prééminente, beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Donc c'est pas le travail qui est contesté, c'est la modalité de relation du travail, c'est le travail vertical, c'est l'espèce de domination qui est exercée et tout d'un coup, ce qu'ont trouvé une grande part des travailleurs dans ce nouveau travail, c'est une forme d'émancipation. Et cette émancipation, c'est quoi ? C'est la capacité, en fait, d'articuler des sphères qui, jusqu'ici, étaient scindées. La sphère professionnelle avec la sphère familiale et la sphère sociale. Et là, à chacun de trouver son propre équilibre. Ce qui ne se résoudra pas par un télétravail dans sa définition réductrice du travail à la maison. Mais en tout état de cause, on peut être certain que le modèle du travail d'hier centré sur le siège, c'est terminé. Donc il va falloir trouver là un modèle. Et le modèle, vraisemblablement, c'est quelque chose qui sera de l'ordre d'un archipel, qui intégrera à ces deux extrémités le domicile et le siège, mais qui inclura les transports, qui inclura les espaces de coworking. En fait, tous ces espaces où spontanément, dès qu'on a Internet, un téléphone ou du Wi-Fi, on va pouvoir œuvrer. Donc c'est ça aujourd'hui qui est la quête, et avec des très grandes inquiétudes du côté des entreprises, et puis une certaine souffrance du côté du travailleur. Tu peux rappeler, tu me disais tout à l'heure, le nombre d'heures de transport que ça représente pour la deuxième couronne parisienne ? Oui. La deuxième couronne, les actifs de la seconde couronne parisienne ont en moyenne 2h20 de déplacement par jour. Donc c'est considérable et c'est une moyenne. Ce qui veut dire qu'il y en a qui en ont beaucoup plus parce qu'il y en a qui sont amenés à travailler près de chez eux. Donc c'est véritablement, là encore, une souffrance, une difficulté et un stress. En plus de toutes les séquelles qu'emporte cet écartèlement domicile-travail. Il faut savoir qu'elle a été multipliée par 10 en kilomètres, pas en temps, mais en kilomètres dans cette même période que j'évoque. Donc, à la fois, c'est du temps perdu, à la fois, c'est du stress, avec toutes ces séquelles de divorce, d'enfants dont on ne s'occupe pas, etc. Et puis, sur le plan sociétal, c'est les problématiques de pollution, bien sûr. C'est les investissements nécessaires dans les infrastructures, c'est toute une série de problématiques qui, aujourd'hui, prennent une acuité formidable. Donc, je suis étonné qu'on ait autant de difficultés à aborder cette question du travail à distance de manière raisonnable. On voit bien qu'on est perclus de contradictions. Valérie Pécresse, face au défaut de financement dont elle a la charge au titre de la région sur la SNCF et la RATP, enjoint aux travailleurs de revenir au siège. Et en même temps, on voit bien de la difficulté de travailler en présentiel avec les réglementations de masques qui sont là. Mais même s'il n'y avait pas la réglementation des masques, on a goûté à quelque chose pendant de longues semaines, voire des mois, et on veut retrouver cette espèce d'épanouissement et de maîtrise du temps qu'a permis ce laps de temps en travail à distance. Et alors c'est intéressant parce que c'est vrai que pendant des années, en France en particulier, le management, des grandes boîtes, mais globalement dans la psyché française, c'était si les gens restent chez eux, ils vont pas travailler. On n'a pas le moyen de les contrôler. Alors bien sûr, il y a un certain nombre d'emplois qui sont pas du tout qu'on peut pas mettre à la maison. J'imagine, tu vois, un boulanger, un commerçant, des gens qui font le ménage. Enfin bref, il y a un ensemble de métiers évidemment qu'on peut pas faire à distance. Par contre, pour tout ce qui est serviciel, et autant dire qu'on est quand même dans une société très servicielle, effectivement, on peut se permettre d'être à distance. Et pourtant, il y avait énormément de résistance. Et en fait, ces résistances, on les retrouve encore un peu aujourd'hui dans le management parce qu'ils ne savent pas forcément comment manager leurs équipes à distance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a
des personnes qui ont envie de retrouver au moins partiellement cette capacité d'être à distance, donc d'être chez eux finalement, et puis d'autres qui ont vraiment besoin d'aller au travail. Comment toi tu envisages ça? Est-ce que dans les études ça ressort ou... Alors, encore une fois, je ne suis pas un sociologue du travail. Non. Encore une fois, tu as compris que le travail est pour moi un angle qui permet d'aborder la question de la ville et de la mobilité. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que ces rapports entre ces différentes sphères que j'évoquais, elles sont propres à chacun. Et à chacun de les construire dans un mode d'émancipation du travail dont ils ont goûté la performance. Parce que c'est pas simplement le bien-être, c'est aussi la performance. Les travailleurs interrogés estiment qu'ils sont infiniment plus productifs dans ce mode de travail. Alors, il faut remettre aussi ça dans une perspective qui est celle, en fait, d'une population de plus autonomes, d'auto-entrepreneurs, de start-upers, etc., qui, elle, est beaucoup plus ouverte, a beaucoup pratiqué les espaces de coworking, etc., et qui a ouvert un peu une voie. Et en effet, il y a eu des résistances de la part des entreprises. Alors, oui, il faut trouver des équilibres. Il faut trouver des équilibres à la fois individuels et des équilibres collectifs. Il y a du présentiel qui est absolument nécessaire, on ne peut pas faire sans, mais il y a une capacité d'œuvrer à distance, en équipe aussi, et puis il y a un travail personnel. Donc là, il en est de même que dans l'espace de travail partagé, c'est reconstruire en fait une intelligence de ces organisations du travail. En ayant le respect, ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Ce qui peut être partagé, ce sont des règles générales d'équilibre entre présentiel et distanciel, parce qu'en effet, il faut veiller à ce qu'il puisse y avoir là des échanges en tête-à-tête ou en équipe, et puis ménager du temps pour soi. Mais c'est un champ qui est très nouveau, hein, et c'est un champ sur lequel il va falloir inventer, et j'ai été assez surpris pendant cet épisode du Covid de la très grande anxiété de la part d'un certain nombre d'entreprises qui m'ont demandé d'animer des séminaires sur Zoom parce que tout d'un coup c'était le retour du confinement. Qu'est-ce qu'on allait faire et comment il fallait aborder cette problématique? Et là je sens des interrogations très très fortes. Certains ont tranché très clairement, hein, du côté des GAFA, dont on sait que Twitter, Facebook, là, ont été carrément vers du télétravail généralisé. D'autres, dans quelque chose de plus équilibré, mais de très déterminé, comme PSA, qui enjoint à tout le monde un équilibre entre présentiel et distanciel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et comme tout chose nouvelle, il y a forcément des résistances, il y a forcément des difficultés, mais je pense que la voie est désormais ouverte à un autre travail. Et c'est quand même marrant que PSA, donc Peugeot, enjoint à ne pas à rester chez soi, en fait, alors que ils vendent des solutions de mobilité, finalement. C'est un vrai paradoxe, mais en même temps, c'est une vraie intelligence. Je trouve ça assez courageux. Ça a du sens. Mais alors, qu'est-ce que ça voudra dire sur la question du transport? On peut ouvrir ce chapitre parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est face à ce que j'évoquais tout à l'heure d'une thrombose de la ville au travers de cet excès de pratiques automobiles, de flottes automobiles envahissantes, d'infrastructures omniprésentes, et on voit bien qu'on est dans une impasse. Dans cette impasse, il y a deux types de réponses possibles. Soit on travaille sur du transport, et ce sont toutes les solutions qui sont évoquées de partage, d'autopartage, de covoiturage, de transport collectif, dont on voit qu'elle est à la peine aujourd'hui.
de voitures autonomes, de voitures à hydrogène, de voitures électriques, et puis aussi les alternatives de mobilité légère, active, de proximité, des vélos, des trottinettes, de la marche, qui sont un autre phénomène du Covid. L'explosion du vélo, on pourrait en parler, c'est un autre phénomène presque aussi important que celui du télétravail. C'est assez extraordinaire. Donc, soit on travaille là-dessus et ça correspond en fait à une mythologie qui est celle d'un siècle d'automobile, du progrès, etc. Et j'ai pas été surpris d'entendre Anne-Marie Idrac, qui a œuvré à la tête de la RATP, qui a dû être secrétariat d'État au transport, je crois me souvenir, ou ministre des Transports, et qui aujourd'hui est à la tête d'une entité para-étatique qui travaille sur les véhicules intelligents. Et interrogée dans le magazine de la Caisse des dépôts, elle dit « Je ne me reconnais absolument pas dans ces tendances à la démobilité, etc. Je pense qu'il faut continuer et améliorer le système, etc. » Donc on est dans cette logique du progrès, on va trouver des solutions. Mais on voit bien que c'est impossible d'arrêter cette espèce toujours d'éléphant dans le couloir, lui il continue d'avancer. Bon. L'autre solution, c'est ne pas travailler sur l'offre, mais travailler sur la demande, travailler sur les usages. Et là, l'ensemble des études nous disent bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Que les gens aspirent à une certaine maîtrise de leur propre temps. Tout ce temps perdu qu'on évoquait dans les chiffres que tu m'as sollicité, c'est autant de temps gagné, et c'est du temps gagné à la fois pour la productivité du travail, et c'est du temps gagné pour soi, pour sa famille, pour le lien, finalement. Son propre univers. Et là, ça suppose des ruptures, parce qu'on a été dans une logique urbaine et métropolitaine, qui est une logique expansive, avec un étalement urbain, avec une métropolisation qui n'a jamais été voulue par les gens, ni décidée d'ailleurs par les instances publiques, mais qui s'est passée assez spontanément, une espèce de libéralisation territoriale qui a bouffé de la terre agricole, des forêts, etc. Et aujourd'hui, on voit l'inanité et les risques considérables de cette logique. On les voit sur un plan écologique, environnemental, climat. Le climat, d'ailleurs, dans toutes les études, est en train de ressortir comme la préoccupation première des individus et qui englobe derrière à la fois la question du bien-être personnel et celle de la maîtrise de ces organisations. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va résoudre ça ? On voit bien que ce qui se profile, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la proximité et de l'accessibilité. Nous étions dans une logique où il fallait aller de plus en plus loin pour accéder à la ressource, dont celle du travail, mais pas que. On sait les centaines de milliers de commerces qui ont disparu de tout le tissu rural, des petites villes, des moyennes villes, et ça continue. Et puis les services publics qui, là encore, sont rentrés dans un processus de désertification de ces mêmes territoires. Donc, c'est comment faire revenir au plus près de l'habitant l'ensemble de ces ressources. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le travail à distance, au même titre que ce qui est en train de se passer. Et là, les mesures qui viennent d'être prises dans le plan gouvernemental de relance sont assez symptomatiques. Il y a quand même 200 millions qui sont mis sur France Stratégie Service avec ses maisons de services publics. Et Madame Gourault, qui est ministre de la Cohésion du Territoire, a annoncé une initiative, ou plutôt soutient une initiative qui est assez intéressante, d'hyperlieux mobiles. C'est-à-dire, en fait, ils vont lancer une flotte d'une 30aine de cars, dotés de toute une série de fonctions de services publics, itinérants, pour toucher toutes ces populations qui ont vu partir les postes, tous les services publics. Ouais. Donc, il commence à y avoir un petit déclic de ce côté-là. Et là, ce n'est pas simplement ce déclic-là. On voit que certains territoires rentrent dans des logiques où ils doivent absolument apporter des réponses. Alors, si je peux
illustrer ça par un exemple, j'en ai parlé hier puisque l'ADEME organisait 2 jours de conférences sur l'économie circulaire. Et j'ai été amené à intervenir dans une table ronde. Et là, j'étais à côté donc d'un responsable d'un territoire qui est à l'ouest de Paris, qui s'appelle Grand Paris Seine-et-Oise, qui est la première intercommunalité en France, 400 000 habitants quand même, autour de Mantes-la-Jolie, etc. Et ces gens-là vont voir arriver d'ici 2 ou 3 ans le RER E, le fameux EOL, qui va passer là-bas. Et ils ont un énorme éléphant dans leur couloir, eux aussi, qui est la Seine. Et la Seine, en fait, est un obstacle qui est infranchissable, en tout cas, qui ne peut être franchi que par un nombre compté de véhicules. Et quand il y en a trop, c'est la congestion, c'est la thrombose. Et donc, en fait, ils ont réfléchi depuis un certain temps, et ils ont lancé un programme il y a environ 1 an, d'un réseau de hubs sur ce territoire, d'une centaine de hubs, de sorte à essayer de réduire, de désamorcer la demande de mobilité qui ne pouvait pas ingurgiter. C'est ça. Et puis de sorte à faire en sorte que cette arrivée du tuyau énorme d'Éole ne soit intelligemment exploité dans une forme de maillage où il puisse y avoir des rabattements intelligents. On est dans un territoire où plus de 90% des ménages ont au moins une voiture, la moitié d'entre eux en ont au moins 2, etc. Donc on est dans une saturation. Le paradoxe, c'est qu'ils ne peuvent pas les mobiliser, ces voitures. Il n'y a que 60% de la population qui peut mobiliser ces voitures, sachant que 50% des actifs quittent tous les jours ce territoire pour aller bosser, qui à la Défense, qui en Seine-Saint-Denis, enfin en dehors de leur territoire. Et donc, comment résoudre ça dans un territoire où le transport public n'arrive plus à faire son boulot? Et donc, ce projet de réseau, il est extrêmement intéressant. C'est une expérience. Personne n'a jamais encore fait ça. La première fonction du hub, c'est une fonction d'intermodalité, de multimodalité, de rabattement. Donc j'arrive avec mon vélo, je continue avec un covoiturage, je laisse ma voiture pour continuer sur une navette, en car, etc. Donc dans un espèce de soulagement général. Mais tant qu'à faire qu'il y a un hub, est-ce que ce hub ne peut pas héberger d'autres fonctions que celles du transport? Pourquoi ne pas y héberger le travail, justement? Pourquoi ne pas faire là des espaces de coworking, même informels? Il suffit simplement du Wi-Fi, après ça, on s'en débrouille, etc. Pourquoi c'est pas aussi le lieu où peuvent se rassembler le tissu associatif? Pourquoi est-ce que ça peut pas être le lieu d'organisation des livraisons mutualisées? Pourquoi ça peut pas être le lieu d'une organisation de cette alimentation de proximité qui a été célébrée pendant le Covid? On voit qu'il y a là en germe quelque chose qui est assez intéressant. Et curieusement, en écho, il y a quelques jours, Amsterdam a annoncé quelque chose du même ordre sur une 40aine de hubs, pour l'instant dédiés à la question du transport. Là encore, dans une volonté de soulagement de la voiture. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait une floraison d'initiatives de ce type, parce qu'elles semblent se porter dans le bon sens de l'histoire. Donc des sortes d'espaces de coworking en banlieue ou lointaine banlieue, où les gens iront travailler, mais pas vraiment dans leur entreprise finalement. Je me souviens que quand on avait parlé il y a 2 ans, j'évoquais la folie de la Défense, Oui. Et puis de ce qui se passe également en Seine-Saint-Denis, où on a répété la même erreur 50 ans après. Et ça, c'était issu d'une vision urbanistique qui est celle de Le Corbusier, d'un principe de la ville fonctionnelle. Donc il y a des espaces, des zones où on travaille, des zones où on habite, etc. Des zones où on commerce. Et c'est la voiture qui assurait l'échange et le maillage de tout ça. Donc on a vu que là, on avait atteint les limites du système. Ce que j'analyse là,
c'est qu'il y a une inversion totale de la vision des choses. C'est-à-dire, au lieu d'être dans cette vision fonctionnelle par zone, on est dans la multifonctionnalité, dans une maille très, 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 très fine. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Il y a toutes les raisons de bon sens que ça marche. Maintenant, il va falloir les prouver. Mais en tout cas, l'expérience est extrêmement intéressante. Et ce qu'on voit aussi, c'est, alors pour les Parisiens en tout cas, ou les gens qui habitent dans les urbains qui habitent dans des grandes villes, ce qui représentent quand même la majorité des gens, on voit des gens qui sortent. Alors on le voit à New York, on le voit à Paris, on le voit dans d'autres grandes villes. Les gens décident de partir, enfin s'ils le peuvent en tout cas, si leur métier leur permet, de partir de la ville. Et ça, je trouve que c'est aussi une tendance hyper intéressante. Ça peut modifier tout simplement la structure d'une ville comme Paris ou New York ou Bordeaux, Marseille. C'est intéressant de voir ces mouvements un peu centrifuges, alors que centripète, pardon, parce que c'est la ville qui était centrifuge et maintenant elle devient plutôt centripète. C'est-à-dire qu'en fait les gens s'extraient. Enfin, pas tous. Non, c'est bien centrifuge. C'est bien centrifuge, je me trompe plus. Centripète, c'est vers l'intérieur. Ah oui, c'est ça, je me souvenais plus. Oui. Alors c'est assez intéressant parce que ça renvoie en fait à des analyses qu'on avait pu faire dans des études qu'on a conduites au sein de Chronos avec l'Obsoco sur les observatoires des usages émergents de la ville et qui nous disaient le ras-le-bol de la grande ville, le ras-le-bol de la métropole, le ras-le-bol du trop de bruit, le stress de la ville, le bruit est quand même l'item le plus... Et puis, de l'autre côté, une appétence très très forte pour la nature, les petits oiseaux, le calme... Bon. Et en même temps, on n'en voyait pas la traduction. Et tout d'un coup, là encore, le Covid a fait passer un cliquet. Alors, c'est pas un mouvement massif, mais en tout cas, ça se traduit déjà dans le chiffre de l'immobilier parisien, tels qu'ils sont aujourd'hui. Et on sait la lenteur quand même de la réaction de l'immobilier. L'immobilier sont des opérations longues. On peut imaginer, mais à un moment, on est là au moment où tout d'un coup, ça se déclenche. Et moi, je le vois autour de moi, moi-même. Je suis amené à migrer parce que mes enfants ont eux-mêmes, dans cette même période, décidé de migrer. Et j'en vois beaucoup d'exemples autour de moi. Donc, on ne peut pas en faire une généralisation. Il n'empêche que la traduction des chiffres de l'immobilier parisien est là. Il y a d'une part une baisse de la demande de location. Il y a une baisse des transactions immobilières sur l'achat et la vente. Et puis, il y a un basculement du courte durée, du Airbnb, pour résumer, vers la location longue durée. Donc, et ça dit bien qu'il y a quand même quelque chose, et en fait, c'est pas très nouveau, hein. On sait que la démographie parisienne, elle est en baisse depuis longtemps. C'est pas une baisse monstrueuse, mais elle est en baisse. Et ça continue. Que ce soit là où il y a la plus forte concentration démographique de la France, avec la plus forte centralité des pouvoirs, de l'économie, etc., c'est quand même assez symptomatique. Donc il se passe quelque chose qu'il va falloir suivre. Je ne suis pas devin, mais il va se passer quelque chose. Et on voit que de l'autre côté, l'immobilier à 2 heures de Paris est en train de frémir dans des proportions relativement considérables. Donc est-ce qu'on va assister à une inversion de ces polarités de migration telles qu'elles ont été vécues depuis plus d'un siècle en France, avec le rural qui s'est désertifié? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a manifestement un autre équilibre qui est en train de se chercher. Et du coup, moi, ça m'amène à penser quelque chose. Alors, peut-être que ça déborde la réflexion, mais dans ces développements qui sont en train de se passer, de la recherche de proximité, c'est pas pour autant que les gens vont se bunkeriser autour de leur domicile. Ils ont toujours envie de se déplacer, mais dans une mobilité choisie. De la même façon qu'il y a un travail choisi, il y a une mobilité choisie. Et pour ça, il faut organiser la reliance de la ville, c'est-à-dire depuis ma maison, son inscription dans le quartier, son inscription dans la ville, et la ville avec son arrière-pays, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler, c'est la vision, en fait, d'un nouvel équilibre écologique. On sait que la ville ne peut se suffire à elle-même pour retrouver un équilibre écologique. Elle a besoin de
tout son arrière-pays, à la fois pour la qualité de réservoir carbone, et puis en même temps pour les ressources alimentaires, pour les déchets. En fait, l'arrière-pays est le dépotoir quand même de la ville. Et la ville ne cesse de plonger. Je pense qu'on va arriver au moment où on va se rendre compte, après des décennies où on a célébré le pouvoir et la puissance de la métropole, etc., que ce pouvoir, cette puissance, elle s'est construite aussi au détriment de tout l'arrière-pays, qui n'a cessé d'abonder pour ce succès. En tout cas, la ville ne serait jamais arrivée à le faire seule. Et maintenant que les injonctions environnementales deviennent extrêmement puissantes, il va bien falloir que s'établisse un dialogue entre ces métropoles et leurs arrière-pays. Donc en fait, ce que tu dis, malgré tout, c'est que tous ceux qui résistent, en particulier les patrons de ces sociétés auxquelles je faisais référence, tu vois, qui construisent encore des tours à la Défense, entre autres, il va falloir qu'ils revoient leur copie, en fait. Ils n'ont pas à avoir le choix, finalement, de cette vague qui est en train de se mettre, qui s'est mise en place, en fait. Elle s'est mise en place avec le confinement. Et ça va durer, en réalité. Enfin, c'est d'être complètement à contre-courant que de vouloir faire revenir tout le monde en permanence au bureau. Oui, je disais tout à l'heure que les opérations immobilières pour les individus, c'est des opérations de longue haleine, à plus forte raison pour le constructeur. Bien sûr. Donc forcément, on est prisonnier d'une inertie. Et évidemment, derrière, les chefs d'entreprise qui sont scotchés à une certaine stabilité vont être aussi dans le même mouvement d'une inertie et de rester sur les mêmes modalités. Sauf qu'à un moment, ils vont avoir l'épée dans le dos, ils vont être bien obligés de revoir leur copie, ne serait-ce que parce qu'on assiste aussi à une désertification d'un certain nombre de travailleurs qui ne veulent plus travailler comme ça. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de déserter le travail, mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de gens qui ont déserté leur entreprise à la fin du confinement. Donc là, il va y avoir forcément une redistribution. Pour l'instant, elle n'est qu'à la marge. Est-ce que c'est le début d'une autre organisation de la société et du travail? Moi, j'en suis convaincu. Quelle sera l'intensité? Ça, je ne saurais le dire. Mais il faut s'attendre à des bouleversements relativement profonds. J'ai une dernière question pour toi, qui est une question assez classique sur ce podcast, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Bonne question. Alors, je me souviens que la dernière fois, j'avais claqué la porte aux GAFA. Et j'ai envie de leur redonner une claque aujourd'hui parce que il me semble que entre-temps, il y a eu une vigilance un peu qui s'est mise en place, mais une vigilance dont on voit qu'elle a du mal à aboutir. Mais j'étendrai ça, en fait, à une logique politique qui est derrière ça, qui soutient ou pas ces mouvements-là. Et à cet égard, le Vlan, je veux faire une petite pointe. J'évoquais Anne-Marie Idrac tout à l'heure, et son discours très très réactionnaire sur l'évolution de la mobilité est totalement inconséquent. Et mais un petit coup de chapeau à la députée Delphine Batho, qui, dans un podcast pour Thinkerview en janvier dernier, a célébré la démobilité. Alors ça a fait plaisir, une petite satisfaction individuelle, puisque ce néologisme que j'ai créé en 2009, tout d'un coup, il commence à rentrer dans le vocabulaire. Elle s'en est emparée pour dire cette espèce de contradiction formidable qui existe entre cette poussée de la consommation et de la croissance auquel le système et bien singulièrement les GAFA nous conduisent. Et puis, elle mettait en regard les gilets jaunes dont on se souvient que c'est cristallisé autour de la question de la voiture, de la captivité de la voiture et de cette absurdité de cette captivité. Et elle disait, il faut absolument rentrer dans cette démobilité. Donc un coup de chapeau pour une fois qu'un politique, en l'occurrence une femme, et c'est bien, se soit mise en mouvement sur cette question de la démobilité. Et je pense que c'est le début,
encore une fois, de quelque chose d'assez puissant. Encore une fois, je pose un regard assez optimiste sur le Covid. Je pense que il y a eu à la fois des prises de conscience étonnantes. Il y a eu tout ce que j'ai pu dire sur des accélérations qui étaient totalement inattendues et inédites. Il y a eu une production éditoriale phénoménale, d'une richesse. On n'a pas fini de la décanter. Il y a des choses très très riches qui sont sorties. Donc j'espère qu'on va en sortir de ce Covid, mais on va en sortir beaucoup plus intelligent. Et tu parlais de technologie, il y a une question que je t'ai pas posée, qui me semble importante, ce qui s'est passé à Toronto, en particulier avec la ville intelligente de Google, et de voir que les personnes du projet sont parties, en fait. Ça va aussi dans le même sens, quelque part. Alors, oui, tu as raison de poser cette question, d'autant que c'est quelque chose qu'on avait évoqué à l'époque. Ouais. Et en effet, il y a eu... Moi, il y a deux choses qui m'ont impressionné sur cette ère du numérique dominée par les GAFA. C'est en effet l'échec phénoménal de Google à Toronto, qui a dû baisser les bras devant la société civile qui s'est battue pour ne pas avoir la ville Google à Toronto. Donc c'était une vitrine sur 350 hectares de la ville intelligente de demain, sous gouvernance de la data de Google. Donc, et là, il y a eu un militantisme de la société civile qui a fini par emporter les institutions. Mais il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est l'incapacité de ce champ du numérique de résoudre la question du Covid. Parce que on a eu toutes ces velléités de traçabilité, etc. Et en fait, on n'en a jamais rien fait véritable. Donc là, c'est aussi un échec pour la filière du numérique. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.